Dans cette vidéo, on va apprendre à utiliser Jupyter Notebook pour analyser des systèmes linéaires et invariants dans le temps. Pour lancer Jupyter, je vous conseille d'utiliser votre terminal. Vous avez simplement à indiquer la commande Jupyter espace Notebook. Alors concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Jupyter Notebook va lancer un serveur web en Python. Et ce serveur web, vous pouvez lui envoyer des informations en passant par votre navigateur. Alors quand j'ai lancé Jupyter, le navigateur s'est ouvert automatiquement. Donc je me retrouve avec ce type d'interface. Et la première chose à faire, c'est de créer un nouveau notebook en Python. Donc, nouveau. Lorsque le notebook est lancé, donc vous pouvez changer le titre de votre notebook ici. Mon notebook. Du coup, le fichier sera sauvegardé au format IPYNB, dans le format Jupyter Notebook. Et ensuite, vous voyez qu'au niveau de l'interface, vous avez ici des cellules. Alors, on peut rajouter des cellules comme ça, ou en effacer ici. Alors, il y a deux types de cellules. Il y a des cellules pour écrire du texte, Markdown, système LTI, et des cellules où on peut inscrire du code Python. Alors, une fois que ça c'est fait, on va essayer de simuler le comportement d'un système LTI. Alors pour ce faire, j'aurai besoin de plusieurs librairies. Tout d'abord NumPy, que j'importe comme ça. Ensuite, j'aurai besoin de Matplotlib, et plus précisément du module PyPlot. Donc ça c'est pour faire de l'affichage de courbes. Et ensuite, je vais utiliser une fonction bien particulière de SciPy, from SciPy. Donc c'est dans le module signal. Je vais importer. Alors c'est pas une fonction, c'est un objet. C'est un objet qui s'appelle LTI. Alors cet objet qui s'appelle LTI, on peut regarder ce qu'il y a dedans. Donc vous cherchez la documentation de SciPy, SciPy, LTI. Et vous avez ici la documentation pour cet objet. Alors cet objet LTI, il va permettre de simuler un système qui est défini par sa fonction de transfert. Alors là, je vais prendre une fonction de transfert qui est bien particulière. Dans cette fonction de transfert, je vais vous l'indiquer ici. Je l'écris en LaTeX. Alors je vais prendre un peu n'importe quoi. P au carré plus 0,1p plus 1. Et je vais mettre une valeur un peu différente ici. On va essayer de simuler le comportement d'un système qui est régi par cette fonction de transfert. Bon, pour entrer cette fonction de transfert en Python, ça va se passer comme ça. Donc je vais créer un objet LTI. Et pour entrer les paramètres de cet objet, je vais devoir avoir deux arguments. Le premier argument va correspondre au numérateur de ma fonction de transfert et le deuxième argument au dénominateur. Donc, concrètement, ce qu'on donne, ce sont des listes. Donc pour le numérateur, ça va être simple, ça va être 10. Et ensuite, pour le dénominateur, vous allez tout simplement regarder les coefficients que vous avez ici. Et on va indiquer les coefficients par puissance décroissante de P. Donc au départ, je mets 0,01, 0,1, 1. Et quand vous faites ça, vous pouvez lancer toutes les cellules. Ici, ça s'est bien passé. Python ne m'a pas jeté, donc il a réussi à créer cet objet-là. Alors, à partir de cet objet, je vais m'intéresser à différents types de réponses. La première réponse qui va m'intéresser, c'est la réponse indicielle, c'est-à-dire la réponse de mon système à une entrée de type échelon. Alors, pour rappel, l'entrée de type échelon, c'est quelque chose qui est qui est modélisé mathématiquement sous cette forme. Donc c'est un texte si t est greater to 0 et c'est 0 ailleurs.
je m'intéresse à la sortie du système lorsque l'entrée est donnée par cette expression. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la réponse indicielle. La réponse indicielle, si je regarde dans la documentation de SciPy, alors cette réponse indicielle, c'est ce que les Anglais appellent the step response. Okay, pour lancer ça, j'ai simplement à lancer la méthode step. Alors cette méthode step qui est ici, alors, si je m'enfonce dans la documentation de SciPy, cette méthode qui s'appelle step va appeler une fonction qui s'appelle step, et cette fonction qui appelle step, elle renvoie deux arguments, t une base temps et y la sortie du système. Alors, à la sortie du système, j'ai plutôt l'habitude de l'appeler s, donc je fais ts égale h.step. Et dès que vous faites ça, vous pouvez voir, vous allez avoir du coup deux vecteurs, t et s, qui ont exactement la même taille. Alors concrètement, t va contenir les points qui définissent la base temps. Donc ici, j'ai t égale 0, et à t égale 0, ma sortie elle est égale à 0. Ensuite, à t égale cette valeur, ma sortie sera égale à cette valeur-là. Alors, c'est pas très efficace de regarder ces points, on va préférer plutôt utiliser un affichage. Pour afficher tout ça, plt plot t,s. Voilà, et du coup, j'ai la réponse de mon système qui est représentée. Alors, si vous faites que ça, normalement, ça va râler un petit peu chez les enseignants. Il faut bien définir en fait les axes. Donc ça, vous pouvez le faire en appelant du coup la fonction xlabel, ylabel, réponse indicielle. Voilà, vous faites ça. Et là, du coup, vous allez avoir vos axes. Alors, dans Jupyter, vous voyez qu'il y a une sortie qui est affichée ici. Si vous voulez la supprimer, il suffit de mettre un point-virgule sur la dernière instruction d'affichage. Et là, c'est bon. Non, maintenant, je pourrais faire exactement la même chose pour avoir la réponse qu'on appelle la réponse impulsionnelle. Alors, cette réponse impulsionnelle qui est souvent... cette réponse impulsionnelle va correspondre à la sortie du système lorsque l'entrée est une impulsion de Dirac. Cette impulsion de Dirac, on la note comme ça. Tac. Donc on va regarder comment le système réagit lorsque l'entrée est donnée par une impulsion de Dirac. Alors pour déterminer cette sortie-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lancer la méthode impulse, qui se comporte exactement de la même façon que la méthode step. Et ensuite, je vais lancer l'affichage. Voilà, là j'ai la réponse, alors, non pas indicielle, impulsionnelle. En pratique, on est souvent intéressé également par la réponse fréquentielle. La réponse fréquentielle, qui est la réponse du système lorsque l'entrée est une sinusoïde. Donc ma réponse fréquentielle, comment je fais pour l'obtenir? Alors je vais utiliser... Il y a plusieurs méthodes possibles. Soit vous utilisez directement la méthode Bode, qui vous donnera le diagramme de Bode, mais je trouve qu'à des fins pédagogiques, c'est plus intéressant en fait d'aller charger la méthode fregresp, qui vous donne la réponse fréquentielle. Pour faire ça, comment ça se passe? Alors la réponse fréquentielle, ça va vous renvoyer deux vecteurs. Un vecteur qui va comporter des pulsations et un vecteur qui va comporter votre réponse fréquentielle. Donc je fais h.frecresp. Alors cette réponse fréquentielle, si on la regarde, on va voir que c'est une réponse qui contient des complexes. C'est pour ça que le diagramme de Bode est basé sur deux représentations. On va représenter d'une part le module de h de j oméga et on représentera ensuite l'argument. Pour faire ça, j'ai besoin de deux affichages. Dans le premier affichage, j'affiche le module. Ensuite, pour éviter de superposer les deux figures, je lance la fonction plt figure qui va me créer une deuxième figure. Et ensuite, je vais calculer l'argument. Au niveau des axes, ici, ça change. On n'est plus en temps, on est sur des pulsations. En fait, très attention, les pulsations ici, elles s'expriment en radians par seconde. On n'est pas sur des fréquences en hertz.
Là, je lance tout ça. Et normalement, j'obtiens mes deux représentations. Alors quand on fait un diagramme de Bode, en fait, on a l'habitude de changer les axes qui sont ici. On a l'habitude de passer, au lieu d'être en échelle linéaire, de passer en échelle logarithmique ici et ici. Pour faire tout ça, en fait, il suffit de remplacer votre plot par un log-log. Et pour l'affichage de la phase, on a l'habitude d'exprimer tout ça en degrés. Donc là, je suis en radians. Si j'ai envie de faire une conversion, je multiplie par 180 et je divise par pi. Et on a l'habitude de passer juste les pulsations en logarithmique. Donc ça me donne tout ça. Donc là, je me retrouve avec l'affichage du gain, du module, et l'affichage de l'argument qui est ici. Pour analyser le système, c'est souvent intéressant d'avoir également les pôles et les zéros. Pôles et zéros. Donc pour rappel, les pôles, ça va correspondre aux valeurs de P qui vont annuler ici votre dénominateur, et les zéros, donc il n'y en a pas ici, les zéros, ça sera les valeurs qui vont vous permettre d'annuler le numérateur. Pour faire ça en Python, alors on a directement les méthodes de notre objet LTI. Donc si vous faites, alors je vais créer deux variables, print pôle, je prends h, pôle, 0, sans trop de surprise, ça sera h, 0, et on peut afficher les valeurs ici, print pôle, print 0. Voilà, alors sans trop de surprise, on n'a pas de 0, il n'y a aucune valeur de P qui permet d'annuler le numérateur. Par contre, on va avoir deux pôles. Alors ces pôles, ils peuvent être soit réels, comme c'est le cas ici, on a deux pôles réels, soit complexes conjugués. Donc pour représenter ces pôles et ces zéros, on a l'habitude d'utiliser une représentation complexe. Cette représentation complexe, je vais la coder sous matplotlib. Je fais plt, plot. Et là, pour l'instant, je vais afficher la partie réelle des pôles et la partie imaginaire. Tac. Alors, je vais bien mettre les axes. Ça, c'est la partie réelle en X. Et en Y, ce sera la partie imaginaire. Voilà. Et ça me donne ce type de représentation. Voilà, où j'ai mes deux pôles qui sont indiqués ici. Alors pour faire ça, quand on affiche les pôles et les zéros, c'est important d'avoir un repère orthonormé. Donc c'est plt axis equal. Normalement ça devrait être bon. Voilà pour ce tutoriel. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur la chaîne YouTube. Et surtout, comme on dit dans toutes les vidéos, likez à bloc la chaîne. Allez, je vous remercie et à très bientôt.